Marcus Kern s'était toujours considéré comme un homme patient. 28 années à enseigner l'histoire américaine à des adolescents lui avaient conféré une capacité presque surnaturelle à rester calme sous pression, mais voir son fils de 6 ans, Charlie, franchir la porte ce soir de Noël, ses petites mains couvrant sa tête rasée, des larmes coulant sur ses joues rougies, mit à l'épreuve chaque once de cette patience. « Papa !» La voix de Charlie se brisa tandis qu'il courait dans les bras de Marcus, son corps tout entier secoué de sanglots. Marcus s'agenouilla, serrant son fils contre lui, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Les belles boucles auburn de Charlie, celles dont il était si fier, celles qui tombaient juste au-dessous de ses oreilles et capturaient la lumière comme du fil de cuivre, avaient disparu, sa tête avait été rasée jusqu'au cuir chevelu, de manière grossière et inégale, comme si quelqu'un avait utilisé une tondeuse sans soin ni habileté. Que s'est-il passé ? Mon grand, Marcus garda une voix douce, bien que sa mâchoire se crispât. Avant que Charlie puisse répondre, Meredith entra derrière leur fils, sa mère, Constance Lindsay, la suivait avec un sourire satisfait, jouant sur ses lèvres fines. Wilson Lindsay traînait derrière elle d'eux, les yeux fixés sur le sol. « Oh !» « Arrête d'être si dramatique », dit Constance en agitant la main avec dédain. Ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, ne bougèrent pas d'un pouce, fixés par assez de lac pour survivre à un ouragan. « J'ai rendu service au garçon ?» Ses cheveux le faisaient ressembler à une fille. « Un service ?» Marcus se leva lentement, tenant toujours Charlie contre sa poitrine. « Il a 6 ans. Tu lui as rasé la tête sans nous demander... Je lui ai dit qu'elle pouvait lui faire une coupe ?» intervint Meredith. Mais son ton était défensif plutôt qu'excusant. Elle avait hérité des traits anguleux de sa mère, mais manquait de l'acier dans ses yeux. Au lieu de cela, elle semblait mal à l'aise, prise entre son mari et la femme qui l'avait élevée. « Je n'ai pas réfléchi. » Elle a dit « Les garçons moches méritent des cheveux moches. » Charlie gémit contre l'épaule de Marcus. La pièce devint silencieuse. Marcus sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine, se propageant comme du givre sur une vitre. Il regarda Constance, la regarda vraiment. Elle n'était pas embarrassée, elle n'était pas désolée. Elle se tenait là dans son coûteux pull de Noël, ses boucles d'oreilles en diamant capturant la lumière du sapin. Et elle semblait presque fière. « J'ai dit que les enfants qui se comportent mal ne méritent pas d'être jolis », corrigea Constance d'une voix tranchante. Il était agité et ne voulait pas rester tranquille. Peut-être que la prochaine fois, il apprendra à se comporter quand sa grand-mère fait quelque chose de gentil pour lui. « Gentil ?» La voix de Marcus baissa encore. « Tu as traité mon fils de moche ?»« Oh, pour l'amour du ciel, Marcus, tu es trop sensible. » Meredith le regarda enfin, et voilà, cette expression qu'il voyait de plus en plus souvent ces derniers temps, celle qui disait qu'il exagérait, qu'il était le problème, qu'il devrait simplement laisser tomber. « C'est juste des cheveux, ça repoussera. » Tu rends Charlie encore plus bouleversé en faisant toute une histoire. Marcus dévisagea sa femme. Ils étaient mariés depuis 8 ans, il l'aimait depuis l'université, avait construit une vie avec elle, lui avait tout donné, mais la voir là, minimisant la douleur de leur fils. La voir prendre le parti de sa mère pendant que Charlie tremblait dans ses bras, quelque chose de fondamental changea en lui. « Meredith, en fait, je trouve que la coupe rasée le rend plus dur, » interrompit Constance en examinant ses ongles, plus masculins. « Tu le dorlotes trop. Marcus, c'est pour ça qu'il pleure pour un rien. Un garçon a besoin de discipline. » Wilson prit enfin la parole, d'une voix calme. « Peut-être devrions-nous juste... » « Wilson. »« Tais-toi » claqua Constance. Et il se tut immédiatement, se recroquevillant comme un chien réprimandé. Marcus observa cette interaction et l'arrangea dans son esprit. Il avait toujours su que Constance était autoritaire, avait toujours ressenti la tension lors de leur visite. Mais il s'était convaincu que ce n'était pas à lui d'intervenir dans la famille de Meredith. Il s'était trompé. « Je pense que vous devriez partir » dit Marcus calmement. Les sourcils de Constance se haussèrent. « Pardon ? Vous m'avez entendu ? Quittez ma maison. » « Marcus. » Meredith s'interposa entre eux. « Tu ne peux pas jeter ma mère dehors à Noël. Elle vient d'humilier notre fils. Elle lui a rasé la tête et l'a traité de moche. Et tu la défends ?» La voix de Marcus était toujours égale, toujours calme, mais il y avait de l'acier en dessous. « Je lui demande de partir. »« C'est ridicule !» souffla Constance en attrapant son sac. « Meredith, vas-tu le laisser me parler comme ça ?» Meredith regarda entre eux, le visage rougi. Pendant un moment, Marcus pensa qu'elle pourrait enfin s'opposer à sa mère, puis elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. « Tu es déraisonnable ? C'est ma mère, c'est Noël. Ne peux-tu pas simplement… » Elle fit un geste impuissant.
Ne peux-tu pas simplement laisser tomber ?» Et voilà. Le rire qui résonnerait dans l'esprit de Marcus pendant les 365 jours suivants. Meredith rit, un son court, nerveux, qui sembla briser quelque chose en lui. « Mon Dieu, Marcus, il va bien. Regarde-le, il se calme déjà. Tu en fais toute une montagne. » Charlie ne se calmait pas. Il pleurait simplement, plus doucement, comme le font les enfants quand ils réalisent que les adultes ne les aideront pas. Marcus ne dit rien. Il se contenta de se tourner et de porter son fils à l'étage, loin de sa femme, loin de l'expression triomphante de sa belle-mère, loin du silence lâche de Wilson. Derrière lui, il entendit la voix de Constance, tranchante et satisfaite. « Tu vois, il fait toujours ça. Si lunatique. Tu es trop bien pour lui, Meredith. Je l'ai toujours dit. » Marcus ferma la porte de la chambre de Charlie, s'assit au bord du lit en forme de voiture de course et serra son fils pendant qu'il pleurait. À travers le sol, il pouvait entendre les voix continuer en bas, entendre Meredith s'excuser auprès de sa mère, entendre Constance accepter ses excuses comme une reine, recevant un tribut. « Ça va aller, Charlie ?» murmura Marcus en lissant sa main sur la tête nue de son fils. La peau était rouge et irritée par endroits où la tondeuse avait été trop rude. « Ça va aller ?» Mais même en le disant, Marcus savait que les choses étaient loin d'aller bien. Ce n'était pas la première fois que Constance était cruelle. Ce n'était même pas la première fois que Meredith prenait le parti de sa mère. Mais c'était la première fois que Marcus réalisait avec une clarté parfaite que ce schéma continuerait à moins qu'il ne fasse quelque chose pour l'arrêter. Plus tard ce soir-là, après que Charlie se fût enfin endormi, Marcus se tenait dans son bureau à la maison, fixant l'écran sombre de l'ordinateur. Meredith était encore en bas, probablement au téléphone avec sa mère, probablement en train de se plaindre de lui. La maison semblait froide malgré le chauffage allumé. Il sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note. En moise, il tapa une seule date, 25 décembre de l'année prochaine. 365 jours, puis il commença à documenter tout ce dont il se souvenait de ce soir, chaque mot que Constance avait dit, chaque fois que Meredith avait ri ou défendu sa mère, le silence de Wilson, l'expression sur le visage de Charlie. Il prit des photos de Charlie endormi, les marques rouges, irritées sur son cuir chevelu visible, même dans la lumière tamisée. Il sauva les messages de plus tôt dans la journée, ceux où Meredith avait dit que ses parents venaient juste pour une visite rapide avant le dîner. Il nota l'heure de leur arrivée, l'heure de leur départ. Marcus avait construit sa carrière sur la recherche, sur la découverte de schémas dans les événements historiques, sur la compréhension de comment de petites décisions menaient à des conséquences massives. Il savait comment recueillir des preuves, il savait comment construire un récit, et surtout, il savait comment être patient. La porte de la chambre s'ouvrit, Meredith se tenait là, les bras croisés, son visage figé dans cette expression qu'il avait appris à reconnaître, celle qui disait qu'elle avait déjà décidé qu'il avait tort. « Vas-tu t'excuser ?» demanda-t-elle. Marcus la regarda. « Pourquoi ? Pour m'avoir embarrassé devant mes parents, pour les avoir jetés dehors, pour avoir transformé la coupe de Charlie en un énorme drame. Je n'en ai pas fait un drame. Meredith, ta mère a rasé la tête de notre fils et l'a traité de moche. Ce sont des faits. Elle ne le pensait pas comme ça. Tu déformes ses mots. Je ne déforme rien. » Charlie a répété exactement ce qu'elle a dit. Meredith entra dans la pièce, fermant la porte derrière elle. Il a 6 ans. Il a probablement mal compris. Tu sais comment sont les enfants ? Marcus sentit cette sensation froide se propager à nouveau, ce givre rampant dans ses veines. Donc, tu penses que notre fils ment ? Je pense qu'il est confus. Je pense que tu l'encourages à être bouleversé par ça. Elle s'assit au bord du lit, paraissant soudain fatiguée. Ma mère n'est pas parfaite ? D'accord. Je sais qu'elle peut être intense, mais elle aime Charlie. Elle essayait juste d'aider en lui rasant la tête sans permission et en le traitant de moche. Mon Dieu, Marcus, pourquoi dois-tu être si littéral sur tout ? La voix de Meredith monta. Elle ne voulait pas dire moche-moche. Elle voulait dire que les cheveux longs sur les garçons font négliger. C'est juste son opinion. Tu agis comme si elle avait commis un crime. Marcus observa sa femme. Ils s'étaient rencontrés à l'université, tous deux en 2e année dans un cours de philosophie. Elle avait été drôle et vive, rapide à débattre, sans peur de défier le professeur. Il était tombé amoureux de sa confiance, de son intelligence, de son indépendance, mais quelque part en chemin, il n'avait pas remarqué que cette confiance n'existait qu'éloignée de sa mère, près de Constance. Meredith devenait quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de plus petit, quelqu'un qui avait besoin d'approbation, quelqu'un qui jetterait son propre enfant sous le bus pour éviter la déception de sa mère. « Je dors dans la chambre d'amis ce soir », dit Marcus calmement.
Les yeux de Meredith s'écarquillèrent. « Sérieusement, tu vas me punir parce que tu ne peux pas lâcher prise sur une coupe de cheveux. Je ne te punis pas, j'ai juste besoin d'espace. » C'est exactement ce que ma mère disait. « Tu es si lunatique, Marcus, si difficile, rien n'est jamais assez bien pour toi. » Elle se leva, croisant à nouveau les bras. « D'accord, dors dans la chambre d'amis. Dors où tu veux, mais demain, tu vas t'excuser auprès de ma mère. » « Non, » dit simplement Marcus, « je ne le ferai pas. Alors nous avons un problème ?»« Oui, » acquiesça Marcus en la regardant dans les yeux. « Nous en avons un. » Elle partit, claquant la porte derrière elle. Marcus resta là un long moment, puis revint à son téléphone. Il ajouta une autre note. « Femme a choisi sa mère plutôt que notre fils encore une fois. » Puis il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches. Le lendemain matin, Marcus emmena Charlie au petit déjeuner dans leur dîner préféré, juste eux deux. Son fils portait une casquette de baseball pour couvrir sa tête et le cœur de Marcus se serra en le voyant vérifier son reflet dans chaque vitre qu'il passait. « Eh, mon grand !» dit Marcus alors qu'ils s'installaient dans leur box habituelle. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. » Charlie tripota le bord de son menu. « C'est pas grave. »« Papa, ce n'est pas grave. Ce que grand-mère Constance t'a fait n'était pas bien. Et ce qu'elle a dit n'était pas bien. Tu n'es pas moche. Charlie, tu es beau, intelligent et gentil, et tes cheveux ne changent rien à ça. Maman a dit que j'étais un bébé, murmura Charlie. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Quand a-t-elle dit ça? Hier soir, après que tu sois monté, elle a dit que je n'aurais pas dû pleurer, que c'était juste une coupe, que je te rendais en colère contre grand-mère. Charlie le regarda avec de grands yeux effrayés. Est-ce que je t'ai rendu en colère contre grand-mère? Non, Fiston. Je suis en colère contre grand-mère à cause de ce qu'elle t'a fait. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Marcus tendit la main par-dessus la table, prenant la petite main de son fils. J'ai besoin que tu saches quelque chose, Charlie. Peu importe ce que quiconque dit, tu mérites d'être traité avec gentillesse. Surtout par la famille, surtout par les gens qui disent de t'aimer. Et si quelqu'un te traite mal, ce n'est jamais parce que tu le mérites, c'est parce qu'ils choisissent d'être méchants. Tu comprends? Charlie hocha lentement la tête. Est-ce que toi et maman allez divorcer? La question frappa Marcus comme un coup de poing. Pourquoi demandes-tu ça? Jason, à l'école, ses parents ont divorcé. Ils se disputaient tout le temps. Toi et maman vous disputez maintenant? Marcus prit une profonde inspiration. Ta maman et moi avons des désaccords en ce moment, mais nous allons les résoudre. Ce que je peux te promettre, c'est que peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Toujours. D'accord. D'accord? Papa? Ils commandèrent des crêpes et parlèrent d'autre chose. Les dinosaures préférés de Charlie. Le nouveau jeu vidéo qu'il voulait, s'il devrait construire un fort de neige en rentrant à la maison, mais l'esprit de Marcus travaillait déjà, planifiait déjà, posait déjà les bases de ce qui se passerait 365 jours plus tard, parce que voilà ce que Marcus comprenait des schémas. Il ne se brisait pas tout seul, il ne s'arrêtait pas simplement parce qu'on le voulait. Il continuait à se renforcer et à s'enraciner jusqu'à ce que quelqu'un prenne une décision consciente d'intervenir, et Marcus venait de prendre cette décision. Au cours des semaines suivantes, Marcus devint un étudiant de sa belle-mère. Il observa comment elle interagissait avec Meredith, comment elle faisait de petites remarques cinglantes déguisées en inquiétude. « Es-tu sûr de vouloir manger ça? Ma chérie, souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois que tu as pris du poids. » Il remarqua comment elle contrôlait les rassemblements familiaux, comment elle piquait de subtiles crises si les choses ne se passaient pas exactement comme elle le voulait. Il observa comment Wilson se contentait de hocher la tête et d'acquiescer à tout ce qu'elle disait. Un homme si complètement brisé qu'il avait oublié comment avoir ses propres opinions. Mais plus important encore, Marcus commença à remarquer des schémas chez Meredith. Comment elle devenait anxieuse avant les visites de sa mère, nettoyant la maison de manière obsessionnelle, s'assurant que tout soit parfait. Comment elle faisait en sorte que Charlie se comporte parfaitement autour de Constance, le réprimandant pour un comportement normal d'un enfant de 6 ans, comment elle s'excusait pour des choses qui n'étaient pas sa faute, cherchant constamment l'approbation de sa mère sans jamais vraiment l'obtenir. Un après-midi de mi-janvier, Marcus corrigeait des copies dans son bureau quand il entendit Meredith au téléphone avec sa mère. Il n'essayait pas d'écouter aux portes. Elle était juste assez forte pour que ça porte. « Je sais, maman, je sais, tu as raison, il est juste têtu, non ?» J'ai essayé de lui parler. « Mais tu sais comment est Marcus ?»« Oui, je me souviens, tu m'avais prévenu de me marier avec quelqu'un qui n'était pas d'une bonne famille. »« Non.
Maman, je ne dis pas ça. Je suis juste d'accord. D'accord. Oui, je lui reparlerai. Je t'aime aussi. Marcus enregistra cette conversation dans son fichier mental. Quelqu'un qui n'était pas d'une bonne famille. Ses parents avaient été des gens de la classe ouvrière. Son père un mécanicien, sa mère une infirmière. Ils étaient tous deux décédés avant qu'ils ne rencontrent Meredith. Ils n'avaient jamais été assez bien pour la fille de Constance. Il le comprenait maintenant. La question était, depuis combien de temps Meredith le croyait-elle? Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient pour le lit en silence. Leur nouvelle normalité, Marcus brisa le calme. Ta mère a-t-elle toujours été comme ça? Meredith s'arrêta, sa brosse à dents à mi-chemin vers sa bouche. Comme quoi? Autoritaire, critique. Elle posa la brosse à dents, ses épaules se tendant. Allons-nous vraiment recommencer ça? Je pose juste une question. Elle n'est pas autoritaire, elle est opiniâtre. Il y a une différence? Meredith se tourna pour lui faire face. Et honnêtement, Marcus, peut-être que si tu avais eu une mère qui se souciait assez pour avoir des opinions sur ta vie, tu comprendrais? Le commentaire était conçu pour blesser, et il blessa, mais Marcus ne le montra pas. Il se contenta de hocher lentement la tête et de l'ajouter à sa liste croissante de preuves. Parce que voilà ce que Marcus apprenait, Constance Lindsay avait passé des décennies à construire une forteresse de contrôle autour de sa famille. Elle avait entraîné Wilson à se taire, elle avait entraîné Meredith à chercher son approbation, et maintenant, elle essayait d'entraîner Charlie à accepter la cruauté comme normale, mais Marcus Kern avait passé toute sa carrière à étudier comment les empires tombaient, comment les gens qui semblaient intouchables étaient abattus par leur propre hubris, comment les choses mêmes qu'ils utilisaient pour maintenir le pouvoir pouvaient se retourner contre eux. Et il lui restait 340 jours pour planifier. En février, Marcus commença à tenir un journal, pas un journal ordinaire, un journal de recherche, du genre qu'il enseignait à ses étudiants pour les projets à long terme. Il documenta chaque interaction avec Constance, chaque fois que Meredith prenait le parti de sa mère plutôt que celui de leur fils, chaque schéma qu'il remarquait. Il commença aussi à contacter des gens, des conversations décontractées avec Wilson pendant les dîners familiaux où il posait des questions sur les vieux jours, sur comment lui et Constance s'étaient rencontrés, sur leurs premières années ensemble. Wilson laissait parfois échapper des indices, de petites fissures dans la façade. Avant que Constance ne ferme la conversation, Marcus contacta la sœur cadette de Meredith, Joanna Reeves, qui vivait à 3 états de là et visitait rarement. Ils s'étaient toujours bien entendus, mais n'avaient jamais été particulièrement proches. Il changea cela, lui envoyant des textos occasionnels, s'enquérant de sa vie, construisant une connexion. Joanna fut prudente au début, mais avec le temps, elle commença à s'ouvrir. « Tu sais la vraie raison pour laquelle j'ai déménagé au Colorado ?» lui dit-elle lors d'un appel en mars. « Je ne pouvais pas supporter une autre fête à écouter maman me dire comment je gaspillais mon potentiel. Comment j'aurais dû être médecin au lieu d'enseignante. Comment mon mari n'était pas assez ambitieux. » Elle rit amèrement. « Le plus drôle, c'est que Trevor est un super gars. Il me traite comme si j'importais. Mais pour maman, ce n'est pas assez, rien n'est jamais assez. » Est-ce qu'elle parle à Meredith de la même façon? Un long silence. « Marcus, est-ce que quelque chose s'est passé ?» Il lui raconta Noël, la tête de Charlie, le commentaire sur la mocheté, la réaction de Meredith. Joanna resta silencieuse un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix était tendue. Elle a fait la même chose à Meredith quand on était enfant, une version différente, le même message. Meredith avait ses beaux cheveux longs jusqu'à la taille, elle avait peut-être 9 ans. Maman a décidé que c'était trop de travail. Alors elle les a tous coupés. Vraiment courts, comme un garçon, Meredith a pleuré pendant des jours. Quand elle s'est plainte, maman a dit que seules les filles vaniteuses s'inquiétaient de leurs cheveux, et que si elle était si bouleversée, peut-être apprenait-elle une leçon sur la vanité. Marcus ferma les yeux, les pièces s'assemblant. Depuis combien de temps ça dure? Toute notre vie? Mais Meredith, Joanna, elle le gère différemment de moi. Je me suis fâché et je suis parti. Meredith essaie d'être parfaite, essaye de prouver qu'elle est assez bien. Elle ne sera jamais assez bien, Marcus. Maman ne la laissera jamais l'être. C'est comme ça que fonctionne le contrôle. Ils parlèrent encore 1 heure. Joanna partagea des histoires, des années de petite cruauté, de manipulation, de comment Constance les avait lentement isolés des autres membres de la famille en répandant des rumeurs et en causant des drames. Comment leur grand-mère maternelle avait arrêté de venir parce que Constance l'avait accusée de favoritisme. Comment leur tante avait coupé les ponts après que Constance eut déclenché une dispute à un enterrement. Il y avait beaucoup plus de familles avant, dit Joanna,
Maman les a tous chassés. Maintenant, c'est juste nous, et honnêtement, je tiens à peine. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas coupée complètement, c'est à cause de Meredith. J'espère toujours qu'un jour elle se réveillera et verra ce qui se passe vraiment. » Après l'appel, Marcus ajouta 17 nouvelles entrées à son journal. Puis, il créa un nouveau document sur son ordinateur portable, qu'il intitula Noël 2024. Il commença à construire une chronologie, à cartographier les connexions, à identifier qui d'autre avait pu être blessé par Constance au fil des ans. Il lui restait 287 jours. En avril, Marcus était devenu un détective dans sa propre vie. Il commença à remarquer des choses qu'il avait négligées avant, comment Constance faisait de petites piques à Charlie chaque fois qu'elle visitait, comment elle le comparait défavorablement à d'autres enfants, comment elle sapait l'éducation de Marcus avec de petits commentaires sur comment il élevait un garçon mou. Meredith avait complètement arrêté de le défendre. Maintenant, elle semblait juste mal à l'aise quand sa mère commençait, mais elle ne disait jamais rien, ne disait jamais à Constance d'arrêter, ne protégeait jamais leur fils. Un dimanche après-midi, ils étaient tous chez Constance et Wilson pour le dîner. Une représentation obligatoire, Meredith insistait pour qu'ils y assistent chaque semaine. Marcus observa tandis que Constance critiquait tout du vin qu'ils avaient apporté. « Oh, vous avez essayé. C'est mignon. » Aux manières de Charlie à table, les coudes hors de la table, « Jeune homme, nous ne sommes pas des barbares. » Après le dîner, pendant que les femmes étaient à la cuisine et Charlie regardait la télé, Marcus aida Wilson dans le garage. L'homme plus âgé organisait des outils avec une précision méthodique qui parlait d'années passées à trouver des moyens de rester hors de la maison. « Wilson, » dit Marcus prudemment, « puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Marcus. Depuis combien de temps êtes-vous marié ?»« 38 ans en septembre. » Wilson ne leva pas les yeux de la clé qu'il arrangeait. « C'est long. Vous devez avoir de la sagesse sur le mariage. » Wilson resta silencieux si longtemps que Marcus pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, « Tu sais ce que j'ai appris, Marcus? J'ai appris qu'en me taire. Est-ce sain ?» Wilson le regarda enfin. Vraiment? Le regarda juste un moment. Marcus vit quelque chose dans les yeux de l'homme plus âgé. Du regret peut-être? Une reconnaissance? Non? Mais c'est sûr. Que se passait-il quand vous ne vous taisiez pas? Un autre long silence. Rien de bon? Wilson se tourna vers ses outils. Mon conseil, ne finis pas comme moi. Ne te réveille pas un jour en réalisant que tu n'as pas eu d'opinion sur ta propre vie depuis 30 ans. Marcus hocha lentement la tête, rangeant cette conversation. Merci, Wilson. Marcus. La voix de l'homme plus âgé l'arrêta à la porte du garage. Cette histoire, avec les cheveux de Charlie à Noël, je voulais dire quelque chose. Je voulais lui dire que c'était trop loin. Je n'ai juste pas pu. Je sais? Non. Tu ne sais pas? Les mains de Wilson tremblaient légèrement, tandis qu'il posait la clé. Tu as encore du temps? Tu as encore un choix? Ne le gaspille pas. Marcus observa son beau-père. Cette coquille vide d'un homme qui avait échangé sa voix contre la paix et n'avait trouvé ni l'une ni l'autre. Je ne le ferai pas. Plus tard ce soir-là, allongé au lit à côté d'une femme qui était devenue une étrangère, Marcus mit à jour sa chronologie. Wilson était un avertissement, mais il était aussi une ressource. Quelqu'un qui comprenait de quoi Constance était capable, quelqu'un qui pourrait, quand le moment viendrait, être prêt à parler. Il restait 253 jours, mais apporta un temps plus chaud et un nouveau développement. Meredith annonça que sa mère voulait emmener Charlie pour un week-end, juste eux deux, un voyage spécial grand-mère-petit-fils dans un musée pour enfants à 2 heures de là. « Absolument pas, » dit Marcus. Ils étaient dans la cuisine. Meredith venait de terminer de parler à sa mère au téléphone. Sa voix était joyeuse et enjouée d'une manière qu'elle n'était plus jamais quand elle parlait à Marcus. « Marcus, elle essaie de se rattraper pour l'histoire des cheveux. Elle ne s'est jamais excusée pour l'histoire des cheveux. Elle n'a pas besoin de s'excuser. C'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Meredith, elle a rasé la tête de notre fils et l'a traité de moche. Ce sont des faits, et je ne la laisserai pas l'emmener nulle part sans surveillance. » Les yeux de Meredith brillèrent. « Tu ne peux pas empêcher ma mère de voir son petit-fils. Je le peux quand elle est émotionnellement abusive envers lui. » Abusive émotionnellement? Meredith claqua sa tasse de café sur le comptoir. « Tu es fou? Ma mère aime Charlie. Elle est un peu stricte. Peut-être, mais ce n'est pas de l'abus. Tu prends des trucs normaux de grands-parents et tu en fais une conspiration. Des grands-parents normaux ne disent pas à leurs petits-enfants qu'ils sont moches. Elle ne l'a pas dit. Mon Dieu !» Meredith leva les mains au ciel. « Je ne peux pas continuer à avoir la même conversation avec toi. Ma mère veut passer du temps avec Charlie. C'est normal. C'est sain. C'est toi qui es bizarre là-dessus.
Marcus, c'est toi qui as le problème. Marcus regarda sa femme, la regarda vraiment, et il le vit clairement maintenant. Elle était si profondément dans la programmation de sa mère qu'elle ne pouvait plus voir la vérité. Ou peut-être qu'elle la voyait et ne pouvait pas l'affronter, parce que l'affronter signifierait admettre que toute son enfance avait été construite sur la manipulation et le contrôle. « Il n'ira pas ?» dit fermement Marcus. « Si, il ira. Meredith, je suis son père ?» Je dis non, et je suis sa mère, et je dis oui. Elle attrapa son sac sur le comptoir. « Je vais chez ma mère. Quand je reviendrai, j'espère que tu auras retrouvé tes esprits. » Elle partit. Marcus resta dans la cuisine, entouré des débris de leur vie ensemble, les dessins de Charlie sur le frigo, des photos de temps plus heureux sur les murs, la porcelaine de mariage qu'ils avaient choisie ensemble prenant la poussière dans les placards. Il prit son téléphone et appela Johanna. « Elle veut emmener Charlie pour un week-end ?» dit-il sans préambule. « Ne la laisse pas faire ?» La réponse de Johanna fut immédiate et ferme. « Marcus, je suis sérieuse. Ne laisse pas Charlie aller nulle part seul avec elle. Meredith me combat là-dessus. Bien sûr qu'elle le fait. Écoute, je dois te dire quelque chose. » La voix de Johanna baissa. « Quand j'avais 12 ans, maman m'a emmené en voyage spécial. Aussi, juste nous les filles. Elle a dit qu'on allait faire du shopping. Tout le temps, elle pointait des filles plus jolies que moi, plus minces que moi, plus élégantes. Elle disait des choses comme « Vois comment cette fille se tient, c'est ce vers quoi tu devrais viser. » À la fin du week-end, je me sentais si moche, si inutile. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours, un rire amer. C'est là que mon trouble alimentaire a commencé. Ça m'a pris 15 ans pour m'en remettre. Marcus serra le téléphone plus fort. « Jésus, Johanna, je suis désolé. Je te dis ça parce que tu dois comprendre, elle ne fait pas ces voyages spéciaux pour créer des liens, elle les fait pour te briser sans témoin. Ne la laisse pas faire à Charlie ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle a fait à Meredith. Qu'a-t-elle fait à Meredith ? Demande-lui pour le récital de danse quand elle avait 8 ans. Demande-lui pour le concours d'orthographe en 5e. Demande-lui pour le garçon qu'elle aimait au lycée. » Johanna marqua une pause. « En fait, ne demande pas. Elle ne te dira pas. Elle a réécrit ses souvenirs. C'est ce qui arrive quand tu ne peux pas échapper à l'abus. Tu te convaincs que c'était de l'amour. » Après avoir raccroché, Marcus prit une décision. Il se rendit à l'école de Charlie et mit son nom comme seule personne autorisée à le récupérer. Il appela le musée que Constance avait mentionné et expliqua que son fils ne viendrait pas, et que si quelqu'un essayait de l'y amener en prétendant être sa grand-mère, il devrait contacter la police. Puis il attendit que Meredith rentre. Elle arriva à 23h, sa mère à sa suite. Toutes deux semblaient prêtes pour une bagarre. « Nous devons parler », annonça Constance en entrant dans la maison de Marcus comme si elle en était propriétaire. « Meredith me dit que tu m'empêches de voir mon petit-fils. J'empêche les visites non supervisées. Tu es la bienvenue pour voir Charlie avec Meredith ou moi présent. C'est ridicule. Je suis sa grand-mère. Tu es quelqu'un qui l'a abusé émotionnellement et n'a montré aucun remords. » Les yeux de Constance se plissèrent. « Abus émotionnel, c'est comme ça que tu appelles ça maintenant. J'ai discipliné un enfant qui se comportait mal. C'est ce que font les bons grands-parents. Les bons grands-parents ne traitent pas les enfants de moches. Je n'ai jamais dit qu'il était moche. J'ai dit que ses cheveux faisaient négliger. Ce qui était vrai, c'est pas ce que Charlie a entendu. C'est pas ce qui s'est passé. Alors Charlie est un menteur ?» Constance le dit calmement, comme une évidence. Marcus sentit quelque chose se briser en lui, pas son contrôle. Il le garda serré comme du fer, mais autre chose. Un dernier fil d'espoir qu'il se trompait peut-être, qu'il exagérait peut-être, que Constance était juste difficile plutôt que toxique. « Sors de ma maison », dit-il calmement. « Pardon, tu viens de traiter mon fils de 6 ans de menteur pour éviter de prendre la responsabilité de ta cruauté. Source. Meredith. » Constance se tourna vers sa fille. « Vas-tu le laisser me parler comme ça ?» Et voilà le moment, le choix. Meredith se tenait entre eux littéralement et figurativement, et Marcus pouvait voir la guerre sur son visage. Sa mère ou son mari, son passé ou son avenir. La familiarité confortable de l'abus ou l'incertitude inconfortable de se lever. Marcus dit Meredith, et il entendit la décision dans sa voix avant même qu'elle finisse. « Tu es déraisonnable ? Excuse-toi juste auprès de ma mère et on peut passer à autre chose. » Marcus regarda sa femme. « Non. Alors peut-être que c'est toi qui devrais partir, » dit Meredith d'une voix tremblante. « Peut-être que tu devrais aller quelque part pour te calmer et réfléchir à comment tu déchires cette famille. » Marcus hocha lentement la tête. « D'accord ?» Il monta les escaliers.
passant devant un Charlie confus jetant un œil depuis la porte de sa chambre, passant devant la chambre principale qu'il avait partagée avec Meredith pendant 8 ans, jusqu'à son bureau. Il emballa son ordinateur portable, ses recherches, ses journaux, puis il alla dans la chambre de Charlie. « Papa !» Son fils semblait effrayé. « Où vas-tu ? J'ai besoin de rester ailleurs un petit moment. »« Mon grand, mais je te verrai demain après l'école. »« D'accord, je ne te laisse pas, je te promets. »« À cause de grand-mère ? » ?»« Parce que ta maman et moi avons besoin d'espace pour régler les choses. » Charlie le serra fort. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Feston. Tellement. » Marcus quitta sa maison ce soir-là et s'enregistra dans un hôtel. Il s'assit sur le lit générique dans la chambre générique et sortit son ordinateur portable. Il ouvrit le document intitulé « Noël 2024 ». Il lui restait 231 jours et maintenant, il avait autre chose. Une clarté absolue. Il n'y avait pas de réparation pour ce mariage. Il n'y avait pas moyen d'atteindre Meredith tant que Constance avait ses crochets si profondément enfoncés. Il n'y avait que protéger Charlie et s'assurer que Constance Lindsay fasse face aux conséquences des dommages qu'elle avait causés. Marcus commença à taper, organisant ses recherches, construisant son dossier. Il savait ce dont il avait besoin maintenant. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de témoins. Il avait besoin de trouver tous ceux que Constance avait blessés et de leur donner une voix. Et il avait besoin de documenter tout sur la destruction de sa propre famille. Parce que quand ça finirait, et ça finirait, il avait besoin de s'assurer que Charlie ne soit pas piégé dans la toile de Constance comme Meredith l'avait été. La guerre avait commencé. Constance ne le savait simplement pas encore. Au cours des 3 mois suivants, Marcus vécut dans un appartement meublé loué pendant que les avocats rédigeaient les papiers de séparation. Meredith le combattit sur la garde, bien sûr, avec Constance murmurant du poison à son oreille sur le fait de prendre Charlie complètement. Mais Marcus avait un avantage, il avait tout documenté. Chaque message texte, chaque email, chaque interaction, son avocate. Une femme vive nommée Doreen Ball, qui avait traversé son propre divorce d'un conjoint abusif, comprenait exactement à quoi ils avaient affaire. Tu construis un dossier contre la belle-mère, pas juste contre la femme, observa-t-elle lors d'une réunion. La belle-mère est de la cause racine, expliqua Marcus. Meredith est une victime aussi, même si elle ne le voit pas. Mais Charlie a besoin de protection. Et je ne peux pas le protéger si Constance a accès. Intelligent continue de documenter. Et Marcus commence à enregistrer les conversations quand tu récupères Charlie. Le consentement d'une partie dans cet état signifie que tu peux enregistrer sans leur connaissance. Fais-le. Il le fit, et ce qu'il captura fut éclairant. La voix de Constance douce comme du miel. Maintenant, Charlie, tu sais que papa est juste confus en ce moment. Il est en colère et il le prend sur grand-mère. Mais c'est parce qu'il ne comprend pas à quel point on t'aime. La petite voix de Charlie. « Papa dit que tu étais méchante avec moi ?»« Oh, mon chéri, ton papa ne comprend pas la discipline. Tu n'étais pas méchant ? J'essayais juste de t'aider. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles pour les enfants. Comme quand j'ai arrangé tes cheveux. Je ne voulais pas que mes cheveux soient arrangés. Eh bien, c'est parce que tu es juste un petit garçon. Tu ne sais pas encore ce qui est le mieux. Mais grand-mère sait. Grand-mère sait toujours le mieux. » Marcus sauva cet enregistrement avec les autres. Juin devint juillet, sa séparation d'avec Meredith devint plus concrète. Elle était passée de le supplier de rentrer à le menacer avec des avocats, à simplement être froide et distante. Constance, pendant ce temps, avait lancé une campagne pour l'empoisonner aux yeux de quiconque écouterait. Il était abusif, disait-elle aux gens, contrôlant. Il essayait d'empêcher une grand-mère de voir son précieux petit-fils. Il était mentalement instable. C'était lui qui avait rasé la tête de Charlie et l'avait ensuite blâmé pour ça. Marcus la laissa tisser ses mensonges. Il savait quelque chose qu'elle ignorait. Les mensonges avaient une façon de s'effondrer sous le poids de la vérité. En août, il fit une percée. Il avait cherché d'autres personnes que Constance avait pu blesser, contactant prudemment via les réseaux sociaux, via d'anciennes connexions familiales, et puis il trouva Eleanor Kerna. Pas de lien de parenté, juste quelqu'un qui avait été dans le club de lecture de Constance 15 ans plus tôt. « Elle a détruit mon mariage ?» lui dit Eleanor autour d'un café. « J'étais en dépression postpartum après mon 2e enfant. » Elle semblait si compatissante, si compréhensive. Puis elle a commencé à me dire que mon mari me trompait. Elle pointait des comportements suspects, plantait des doutes. Elle m'a même montré des photos qu'elle prétendait prouver qu'il avait une liaison. Les photos étaient-elles réelles ? C'étaient de vraies photos de mon mari. Mais le contexte était tout mensonge. Il était à des événements professionnels, des dîners clients.
des trucs normaux, mais la façon dont elle les présentait, l'histoire qu'elle construisait autour « je l'ai cru, j'ai demandé le divorce ». Les yeux d'Elénore étaient humides. 2 ans plus tard, après que le divorce fut final, j'ai découvert qu'elle couchait avec mon ex-mari pendant tout ce temps. Elle avait fabriqué toute la crise pour nous briser afin de pouvoir la voir. Marcus sentit son estomac se nouer. Elle a eu une liaison ? Oh, chérie, pas juste une... Wilson l'a surprise 3 fois que je sache. Chaque fois, elle l'a convaincu que c'était sa faute à lui, qu'il ne lui donnait pas assez d'attention, assez d'appréciation. Il l'a toujours reprise. Eleanor secoua la tête. C'est une prédatrice ? Marcus. Elle trouve des gens vulnérables et elle se nourrit d'eux. Je suis juste contente que tu l'aies compris avant qu'elle ne détruise complètement ta famille. Marcus ajouta Eleanor à sa liste. Puis, il creusa plus profondément dans le passé de Wilson et Constance. Ce qu'il trouva fut éclairant. En septembre, Marcus obtint la garde partagée de Charlie, Fede Fibdi.